Louis Hurtaud, donc, qui est ingénieur d'études et qui assure le support technique aussi. Vous l'avez peut-être déjà contacté par mail ou par téléphone. Et puis, vous l'avez peut-être aussi croisé en formation, parce qu'il assure aussi des formations. Et puis voilà, donc moi, je suis Stéphane Thiers et je suis ingénieur recherche et développement. C'est moi qui assure le développement de Comfy, le moteur de calcul de simulation, et qui assure aussi une bonne partie des formations sur la simulation. Donc, c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous m'ont déjà croisé. Donc, sur la ventilation, enfin, sur le déroulé de ce webinaire, on a découpé les choses en 5 parties. D'abord, une question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment on choisit l'approche de saisie idéale pour la ventilation, approche simplifiée ou approche détaillée. Et ensuite, on verra les questions qui sont relatives à l'approche simplifiée, les questions relatives à l'approche détaillée, ce qu'on appelle aussi le calcul aérolique. Et puis ensuite, il reste 2 petites parties concernant d'autres questions plus transversales, notamment sur la ventilation, et des questions sur les résultats. Voilà, donc à la fin de chacune de ces parties, on prendra un temps pour recueillir des questions supplémentaires, mais jusqu'à présent, ce qu'on va faire, c'est essayer de répondre aux questions que vous nous avez d'ores et déjà envoyées. Donc vous qui êtes connectés là, ou des personnes qui ne sont pas connectées, mais qui avaient répondu, qui s'étaient inscrites à ce webinaire. Alors, on va commencer par la question cruciale, le choix du mode de saisie. Donc, petit rappel avec une diapo que vous avez peut-être vue en formation, même certainement. Donc, vous rappelez qu'au cours de la simulation, à chaque pas de temps, on résout l'équation de bilan de l'énergie au niveau de chaque zone thermique. Et donc, dans cette équation, on trouve le terme EV qui correspond aux échanges de chaleur liés à la circulation de l'air, donc la circulation de l'air entre l'intérieur et l'extérieur, dans les 2 sens, et la circulation de l'air à l'intérieur entre différentes zones thermiques. Donc, c'est ce point-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Cette approche, elle est valable aussi bien sur un calcul de STD, calcul de besoin, ou sur un calcul de SED, calcul de consommation avec les équipements. Aujourd'hui, on va quand même beaucoup parler donc, de cet aspect renouvellement d'air sans trop se préoccuper des équipements, même si on y fera allusion à quelques moments parce que vous aviez aussi posé des questions sur le lien entre la ventilation et le calcul de consommation. Donc, pour le calcul de ce terme EV, il existe 2 approches, je vous rappelle, simplement. Donc, l'approche dite simplifiée, celle où on va supposer que vous connaissez tous les débits, donc vous les imposez, vous indiquez au logiciel tous les débits qui rentrent et qui sortent à tout moment. Donc, ça, on reviendra plus en détail dessus juste après. On va définir un débit d'infiltration constant et 2 scénarios. Et puis l'autre possibilité, c'est de réaliser une saisie détaillée, donc en décrivant les équipements de ventilation, les ouvertures de portes et de fenêtres, les défauts d'étanchéité à l'air de l'enveloppe, et de laisser le logiciel calculer les débits liés à la ventilation naturelle, aux infiltrations, etc., c'est-à-dire tous les débits que vous ne connaissez pas. Et ce qui permet de distinguer les 2 approches dans le logiciel, c'est l'utilisation du niveau enveloppe aérolique dans laquelle on va placer, au niveau duquel on va placer les zones thermiques pour lesquelles on veut passer en saisie détaillée. Donc la question, c'est comment on distingue finalement, comment on choisit d'utiliser l'une ou l'autre des 2 méthodes. Alors, on a essayé de récapituler dans ce tableau les avantages et les inconvénients de chacune des 2 méthodes. Parce que pourquoi il existe les 2 méthodes? Simplement, dans un premier temps, on n'avait pas les moyens de faire le calcul, donc on est parti sur l'approche simplifiée, donc il fallait imposer tous les débits. Et dans un deuxième temps, on a rajouté la possibilité de réaliser les calculs. Alors, les avantages, pour la partie, on va prendre plutôt par colonne. Pour la ventilation simplifiée, l'approche simplifiée, l'intérêt, c'est que la saisie, elle est simple, elle est rapide. Les calculs sont aussi rapides. Et par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez devoir supposer
certains débits, notamment les débits que vous ne connaissez pas liés à la ventilation naturelle. Donc, il y a des hypothèses que vous faites et qui introduisent des incertitudes, évidemment. Autre inconvénient important, c'est que vous ne modélisez pas les équipements dans ce cas-là. Vous n'allez pas pouvoir prendre en compte de pré-traitement, notamment de l'air. Vous n'allez pas pouvoir voilà, préciser ce qui se passe au niveau des CTA, des ventilations forcées. Et enfin, le calcul est réalisé zone par zone. Donc, il n'intègre pas la totalité du bâtiment. Il y a des échangeurs de chaleur qui sont pris en compte, mais qui sont pris en compte uniquement zone par zone et pas en tenant compte, par exemple, de la globale de retour de l'air. Donc, c'est un petit peu simplificateur, mais c'est normal pour une approche simplifiée. Une limite importante aussi, c'est que donc, comme les calculs sont réalisés zone par zone, il n'y a pas de recherche d'équilibrage des débits à l'intérieur du bâtiment. Il ne va pas y avoir d'effet de circulation de l'air dans le bâtiment quand on utilise cette approche-là. Quand on est sur l'approche détaillée, on se dit « Ah ben là, c'est détaillé, donc on va avoir des résultats plus précis et plus intéressants. » Bon, d'accord. Alors, l'avantage de cette approche, c'est que quand vous ne connaissez pas les débits, le logiciel va les calculer. Vous allez pouvoir modéliser les équipements et leurs effets, donc pré-traitement, préchauffage, pré-refroidissement, humidification, rafraîchissement adiabatique, recyclage de l'air, donc pas mal de possibilités en plus. Le calcul est plus détaillé puisque les débits sont calculés pièce par pièce, les pièces réelles, je vous rappelle, avec des vraies parois autour. Les débits vont s'équilibrer au niveau de chaque pièce, donc on va pouvoir obtenir la circulation, enfin pouvoir déterminer la circulation de l'air à l'intérieur du bâtiment, notamment des effets de bâtiments traversants, etc. On va pouvoir tenir compte des effets du vent et du tirage thermique. Donc, du point de vue physique, c'est beaucoup plus complet. Inconvénient, vous allez passer beaucoup plus de temps à réaliser cette saisie, parce que vous allez devoir faire une description pièce par pièce, une description des équipements, et puis vous allez avoir des difficultés peut-être à associer à chaque paroi les défauts d'étanchéité. Donc ça, c'est un petit peu... On reviendra sur ce point-là un peu plus tard. Et comme vous allez avoir fait beaucoup plus de saisies, vous allez avoir plus de mal à vérifier la qualité de votre saisie. Est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose ici? Est-ce que vous n'êtes pas trompé sur une affectation de scénario à telle bouche, etc. Et enfin, le temps de calcul va être en général plus long, voire beaucoup plus long, notamment quand vous ouvrez des portes ou des fenêtres. Donc, les limites de cette approche, vous avez le fait que, comme les calculs sont plus compliqués, dans certains cas, ils vont avoir du mal à converger. C'est ça d'ailleurs qui va contribuer à rallonger le temps de calcul. Et puis, autre élément, vous devez disposer de données de vent fiables. Et ça, c'est rarement le cas dans les fichiers météo, même ceux qui sont fournis par nous à travers le pack Météo-Normes. Ce sont des données de vent qui sont générées par le logiciel Météo-Normes, qui ne sont pas des données de vent mesurées et donc qui ne correspondent pas nécessairement à la réalité, notamment en termes de rose des vents. Alors, pour terminer sur ces généralités, et notamment sur cette approche de différence entre approche simplifiée et approche détaillée, sur l'aspect détaillé, en particulier, vous allez devoir être vigilant à plusieurs points. Donc, je viens de l'évoquer, la qualité des données de vent, puisque le vent, vitesse et orientation vont conditionner une partie de vos résultats, notamment tout ce qui va être lié à la ventilation naturelle, en particulier si vous ouvrez des fenêtres extérieures ou si le bâtiment est peu éteint en chaleur. D'autre part, les effets du vent sur les façades, on les apprécie assez mal du fait que là, ça demanderait de modéliser très en détail tout le quartier autour et la forme du bâtiment devrait être prise en compte, etc. Et ça demande des moyens de calcul énormes qui ne sont pas à notre disposition, de la CFD, de la mécanique de fluide numérique. Donc, ce n'est pas possible, donc on s'appuie sur des approximations. D'autre part,
La répartition des débits de fuite sur les différentes parois de l'enveloppe va se faire de manière assez approximative, puisque en général, vous ne disposez pas des informations. Donc, voilà, que le bâtiment soit existant ou en conception, c'est la même problématique. Ensuite, donc, dans le cas où vous faites intervenir sur un même projet l'approche simplifiée sur certaines zones et l'approche détaillée sur d'autres, vous allez avoir des incertitudes liées au débit échangé par infiltration à travers les parois qui séparent ces deux parties-là, puisque la pression ne sera pas calculée dans les zones hors enveloppe aérolique, comme on dit, c'est-à-dire en approche simplifiée. Et donc, bon, par rapport à ça, c'est en fait une configuration à éviter. Ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà précisé en formation, hein, si vous avez suivi la formation il n'y a pas trop longtemps, vous vous en rappelez sûrement. Et dernier point, donc, qui concerne la convergence des calculs et les temps de calcul, et il vous faut faire attention aux portes intérieures qui sont ouvertes et aux pièces qui sont fortement interconnectées. Ces deux configurations rendent les calculs plus longs parce que la convergence est plus lente, plus difficile. Donc, les pièces fortement interconnectées, ce sont surtout les circulations, quand vous avez un couloir qui donne sur plein d'autres pièces. En fait, c'est difficile de calculer la pression dans cette pièce, dans ce couloir, du fait qu'elle dépend d'énormément de pression et de débit calculés au niveau de chacune des autres pièces. Donc voilà pour ces questions assez générales. Donc, on va voir déjà, il y a quelques questions qui ont été posées dans le chat. Alors, Cédric pose la question. Alors, oui, Louis, tu as déjà répondu, c'est ça? Donc, je la reprends à l'oral. Donc, les scénarios d'ouverture de menuiserie ne sont pas pris en compte dans la méthode simplifiée ou confirmée. Donc, effectivement, à partir du moment où on est en méthode simplifiée, tous les débits qui sont pris en compte dans le calcul, c'est vous qui les saisissez à travers les deux scénarios et le débit d'infiltration. Donc, il n'est pas question de décrire en plus les ouvertures de fenêtres. Comment dire, les ouvertures de fenêtres sont gérées par le débit que vous avez mis dans le scénario. Donc, inutile de faire la saisie des ouvertures de menuiserie dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces généralités? On va aborder ensuite chacune des deux approches plus en détail. Alors, si vous souhaitez poser une question, prendre la parole, vous avez une fonction qui vous permet de prendre la parole. Alors, je pense que ça va être sur le module discussion, chat, je ne sais plus exactement. Non, c'est dans réaction, lever la main. Ah, aux réactions, pardon, oui. Bon, s'il y a une question, Zulika, donc peut-être poser la question à l'oral. Bonjour, vous m'entendez? Oui, il y a de Oui. l'écho par contre. Oui. Du coup, quand vous parlez d'enveloppe aérolique et vous dites que les débits sont connus, c'est des débits réglementaires. Alors, sur le calcul aérolique, on l'abordera un peu plus tard. Les débits connus, en fait, c'est les débits que vous imposez. Donc, en fait, c'est tout ce qui est lié à la ventilation forcée. On suppose que votre système de ventilation, vous savez quel débit il fournit à tout moment. Alors, que ce soit réglementaire ou pas, ça c'est à vous de définir quel débit vous mettez. Mais vous pouvez éventuellement mettre un débit plus élevé que la valeur réglementaire. Comme problème, vous êtes libre. Là, vous êtes sur un calcul de simulation. Et par contre, c'est le débit que vous allez imposer au niveau des bouches de reprise de soufflage. Ceux-là sont considérés comme des hypothèses en fait, de calcul et pas des résultats du calcul. Ok. Très bien, merci. Voilà. Une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie suivante. Donc, on va se focaliser maintenant sur l'approche simplifiée. Donc, comme je le rappelais, donc,
pour l'approche simplifiée, on va devoir définir d'abord le débit d'infiltration. Donc, c'est un débit d'infiltration qui est constant. On ne va pas le moduler au fil du temps. On va l'exprimer en volume par heure et on va le définir pour chacune des zones. Donc, vous devez définir, la question qui était arrivée, c'était comment on définit ce débit d'infiltration. Donc, il faut le déterminer en fonction de l'étanchéité à l'air des parois extérieures et de l'exposition au vent du bâtiment, essentiellement. Alors, pour ça, si vous avez suivi la formation, on vous en a parlé, on vous a même fourni un fichier Excel que je vais... Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je ne suis pas sûr. Voilà, je vais refaire mon partage. Donc voilà, c'est un fichier Excel qu'on vous a fourni normalement en formation, dans lequel vous retrouvez différents référentiels, notamment pour les calculs du Q4 ou du N50. Vous allez pouvoir faire les conversions de Q4 à N50 et réciproquement. Et cet outil, cette feuille de calcul, vous permet aussi de calculer le renouvellement d'air courant. Alors, en réalité, le Q4 et le N50 permettent d'étalonner une loi de variation du renouvellement d'air en fonction de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, si on obtient ici un renouvellement d'air courant, ça veut dire qu'on l'a obtenu pour une différence de pression donnée. Effectivement, cette différence de pression, elle est indiquée ici, 0,6 Pascal. Et là, vous pouvez vous dire, comment on détermine ce 0,6 ? En réalité, celui-là, vous voyez ce qui est indiqué en vert ici, correspond à des saisies que vous devez faire vous à la main. Donc, cette valeur, voilà, on déplace le problème, comment on définit cette différence de pression courante ? En réalité, ce n'est pas comme ça qu'on a obtenu, notamment là sur le cas du projet qu'on présente en formation, ce n'est pas comme ça qu'on a obtenu le taux de renouvellement d'air par infiltration. On l'a obtenu en descendant ici sur la partie 3. Alors, vous voyez que là, le tableau ne vous propose que le N50, mais on devrait très facilement pouvoir l'adapter. En tout cas, vous pouvez relier cette cellule à la cellule plus haut ici pour faire le lien directement à partir du Q4. Et vous voyez qu'ici, c'est la norme EN 12831 qui vous permet d'obtenir la valeur du renouvellement d'air courant en volume heure à partir du N50, du volume chauffé et de deux coefficients, là, coefficient d'exposition et facteur correctif de hauteur, qui sont fournis par les ABAC au-dessous. Donc ça, c'est une manière d'obtenir cette valeur. Une autre possibilité qui avait été soulevée par une de vos questions, c'est de s'appuyer sur des valeurs réglementaires, on peut dire, conventionnelles, voilà, qui sont fournies notamment donc dans la dernière version là, du DPE. Sur la dernière version du calcul du DPE, vous avez ce tableau qui vous donne la valeur. Alors là, c'est une valeur de Q4, mais après, vous pourrez faire la correction. Voilà, donc là, c'est le Q4 en fonction du type, alors là, de logement, c'est uniquement du logement, vous voyez, maison ou logement collectif, en fonction de l'âge du bâtiment. Et puis, les règles THCEX vous donnent aussi des valeurs de perméabilité. Donc, perméabilité par défaut, en fait, c'est du Q4 aussi, en mètres cubes par heure et par mètre carré de parois déperditives. Donc, pour deux types d'usages. Ce sont des valeurs par défaut, ça ne veut pas dire que ce sont des valeurs à prendre au pied de la lettre, notamment si le bâtiment a été rénové, par exemple. Mais voilà, ça peut donner des pistes pour aboutir à cette valeur d'infiltration. Voilà, merci à Guillaume qui, sur le chat, a rediffusé le fichier Excel. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Donc, par rapport à ce fichier-là, les surfaces de parois offrantes prennent-elles en compte les... Alors, PV, plancher bas, TP, Les planchers bas sur terre-plein, terre-plein. Ouais. ouais, plancher bas sur extérieur. Donc, normalement, non.
Il n'y a pas de prise en compte du plancher bas dans la surface considérée sur le Q4. Ouais, j'avais surtout un doute sur les planchers bas qui seraient pas sur terre-plein, en fait, qui seraient sur un parking ou sur l'extérieur. Ah oui, bonne Ou question. sur un auvent, par exemple, un passage couvert. Oui, alors là, je ne sais pas, j'ai pas la réponse par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un J'ai un doute. a une réponse. Moi, je ne crois pas qu'elle soit prise en compte sur tout type de plancher bas, mais c'est vrai que j'avais en tête que enfin, sur terre-plein ou vide sanitaire, mais en effet, si c'est sur un plancher bas qui donne sur un espace ouvert, sur enfin, des parkings ou autre, là, j'ai le doute aussi. Je Donc, cherche en même oui, temps. là, il faut vérifier. C'est pas complètement de notre ressort, en fait. Là, c'est par rapport à la manière dont est défini le Q4 Pascal. Il faudrait aller farfouiller dans les réglementations pour vérifier ça. Oui, voilà. Donc, oui, tu avais répondu sur le chat aussi. Alors, je reprends ma présentation. Donc, au-delà de cette question du débit d'infiltration, il y a la question des scénarios. Donc, vous vous rappelez, on définit deux scénarios différents de renouvellement d'air. Donc, il y en a un qui s'appelle sans condition. C'est celui qui s'applique tout le temps et qu'on va utiliser pour modéliser ce que j'appelais tout à l'heure les débits imposés. C'est ceux que vous imposez, donc c'est ceux qui sont imposés par le système de ventilation, ceux que vous voulez appliquer, en tout cas, à tout moment de l'année, à partir de ce scénario. Et puis, vous avez un deuxième scénario qui va se cumuler, donc le renouvellement d'air de ce scénario-là va se cumuler au précédent, mais il ne va pas être tout le temps pris en compte, ce scénario, il va être pris en compte selon des conditions de température, donc qui vont être définies soit pour favoriser le rafraîchissement passif, soit de manière exceptionnelle pour favoriser un pré-réchauffement passif, on va dire. Donc, c'est le scénario qui s'appelle avec condition. Donc, il y avait une question qui portait là-dessus, et notamment une histoire de conditions externes sans conditions externes. En fait, c'est un scénario qui s'appelle de ventilation externe, c'est-à-dire que c'est un renouvellement d'air à partir de l'air qui vient de l'extérieur. Et quand on applique ces scénarios, on considère que l'air vient de l'extérieur et l'air intérieur repart vers l'extérieur. Donc, il ne va pas circuler dans le bâtiment. Mais dans les deux cas, ces scénarios fonctionnent de la même manière, mais il y en a un des deux qui ne va être appliqué qu'au moment où les conditions de température seront validées. Donc, ce deuxième scénario, on va l'utiliser notamment pour représenter de la surventilation d'été qu'on va chercher à activer uniquement lorsqu'on aura un besoin de surventilation, de rafraîchissement, et où on n'aura pas de risque de trop refroidir non plus l'intérieur. Voilà. Alors, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions par rapport à ça, je ne crois pas. Voilà, et enfin, le seul équipement que vous pouvez prendre en compte sur l'approche simplifiée, comme je l'ai déjà évoqué, c'est l'échangeur double flux avec la description du bypass, mais c'est le seul équipement. Voilà. Alors, il y avait la question de... ouais, ça fait un peu le lien avec le... Ouais, je vais m'arrêter là sur l'approche simplifiée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette approche-là? On abordera par la suite la question liée au chauffage aérolique hein, qui avait été évoquée dans les questions envoyées. Mais on l'abordera essentiellement sur l'approche détaillée. Alors, quelques questions. Est-ce qu'en simplifié, les idées sont plus claires là maintenant? Ah, j'ai une réponse de Louis là, qui arrive sur le chat.
Vas-y, alors, Louis. Ah oui, donc, je regardais un petit peu là, justement les calculs sur la perméabilité et c'est précisé à chaque fois hors plancher bas. Donc, il n'y a pas de détails sur les types de plancher bas, mais c'est lié donc comment dire, à la caractéristique de la T-BATS et donc qui se calcule hors plancher bas. Donc, je pense que même si c'est un plancher bas qui donne sur parking, c'est pas pris en compte. Merci, Louis. Alors, apparemment, on n'a pas de réaction, de questions supplémentaires là, par rapport à l'approche simplifiée. Donc, je vais avancer et passer à la troisième partie. Ah non, pardon. Il y a une question qui arrive sur le chat de Cédric. Mais je vous invite à prendre la parole, Cédric. Oui, juste question. Je reviens sur ça, l'ouverture des menuiseries en simplifié. Je me dis que à la fois on va dans le détail parce que on peut dire si on a de la double flux, l'efficacité, bypass ou non. Mais pour autant, du coup, les menuiseries ne sont pas prises en compte. Est-ce qu'il est prévu de votre côté, au niveau de la simplifiée, de prendre en compte ces ouvertures de menuiserie ou pas? Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que ce poste c'est un poste de déperdition importante. Voilà, je me demande juste ça. Alors oui, donc question intéressante. En réalité, on ne va pas pouvoir améliorer quoi que ce soit, puisque le principe de base de l'approche simplifiée, c'est que vous imposez tous les débits. C'est-à-dire que le logiciel ne calcule aucun débit. Il ne fait aucune hypothèse de débit. Alors, si on ouvre les fenêtres, la question va être quel est le débit qu'on associe à l'ouverture de fenêtre? Or, ce débit-là, forcément, alors, à moins de prendre une hypothèse constante, sortie du chapeau, qui serait forcément fausse, ce débit à travers une fenêtre, il faut le calculer. Pour le calculer, il faut non seulement décrire la fenêtre, il faut prendre en compte le vent, mais il faut aussi calculer la pression de part et d'autre de la fenêtre. Ce calcul de pression, il est réalisé uniquement sur l'approche détaillée. Donc, il n'y a pas de possibilité d'intégrer les ouvertures de fenêtres, en tout cas de faire calculer le débit à travers les fenêtres en approche simplifiée. Si vous voulez ouvrir les fenêtres en approche simplifiée, si vous voulez modéliser l'ouverture d'une fenêtre, vous devez, dans l'un des deux scénarios, indiquer les débits de ventilation, les débits de ventilation naturelle associés. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, j'ai indiqué scénario de renouvellement d'air toujours appliqué VMC et l'autre sur ventilation, que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rajouter des débits qui correspondent à d'autres choses. En particulier, sur ventilation, ça peut être justement là que vous décrivez l'ouverture des fenêtres. Et l'avantage, c'est qu'avec la condition d'ouverture, d'activation du scénario, vous allez pouvoir modéliser des conditions d'ouverture de fenêtres, d'une certaine manière. Mais ça reste simplifié. Si vous voulez rentrer plus dans le détail, pas le choix, vous pouvez pas, vous devez rentrer sur l'approche détaillée. C'est pour ça qu'elle est détaillée. Si on se met à détailler l'approche simplifiée, c'est plus l'approche simplifiée. Voilà. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la partie suivante. Voilà, levez la main si vous voulez poser des questions avec on a dit tout à l'heure, l'outil réaction, le bouton réaction. Alors, on passe à la partie suivante qui est la partie la plus costaud, puisque donc c'est l'approche détaillée, le calcul aérolique, on a beaucoup plus de possibilités, mais aussi beaucoup plus de questions. Alors, quelques rappels de ce qu'on va aborder là, pas rappel, mais des points importants qui sont issus de vos différentes questions et qu'on va aborder, notamment qu'on va aborder à travers des exemples que Louis va nous présenter.
Donc, la question des infiltrations, en fait, je vous ai dit qu'il fallait répartir ces défauts d'étanchéité, hein, ces débits de fuite sur les différentes parois de l'enveloppe aérolique pour que la description soit précise. Or, de manière générale, on n'a accès qu'à une valeur globale, le Q4 ou le N50, pour la totalité du bâtiment, pour la partie que vous modélisez. Et donc, la question se pose de la manière dont on va répartir automatiquement cette valeur globale sur les différentes parois. Donc, on vous avait montré en formation le petit outil très simple que le logiciel propose, mais il y avait la question de comment est-ce qu'on peut, paroi par paroi, de manière très détaillée, visualiser les valeurs de débit d'infiltration et éventuellement les modifier à la main. Donc ça, alors... Ok, excuse-moi, j'ai zappé le chapitre. ouais, Oui, donc sur les infiltrations, donc par rapport à la répartition du Q4. Alors, si jamais on a donc une enveloppe aérolique dans laquelle on mettrait donc nos différentes zones, on retrouve ici donc au niveau de l'enveloppe aérolique un Q4PA à renseigner donc qui est global pour l'ensemble donc de l'enveloppe aérolique et qui va être réparti selon le prorata que l'on a renseigné ici. Alors attention à ce prorata, c'est quelque chose que l'on a nous donné par défaut, donc il est issu d'aucune réglementation ou d'aucune norme. Et on s'est juste basé sur des résultats qu'on avait sur je crois que c'était sur des maisons individuelles, où on avait globalement une répartition des débits de fuite de cet ordre de grandeur, donc une grosse partie par les toitures, etc. Mais ces répartitions-là, donc comme je vous dis, sont vraiment par défaut, et si jamais vous avez un projet sur lequel il y a très peu de portes, par exemple il y a un grand espace de bureau où il y a juste une seule porte d'entrée, vous allez avoir 20% des répartitions de débit qui sont liées à cette porte d'entrée. Donc en fait, cette porte, elle aura vraiment une très grosse, une très grosse part sur ces débits de fuite. Donc faut faire vraiment attention à ça. Une façon que nous on a trouvé, alors il n'y a pas de, c'est assez compliqué hein, d'estimer réellement, même à travers des tests de portes souffantes, etc. Estimer exactement quel débit passe par les fenêtres, par les portes, les toitures, etc. C'est assez compliqué. Et nous, là, enfin, sur la méthode que l'on utilise, c'est via un export en fait des rapports de Pléiade, on peut avoir une répartition des surfaces totales. Donc la surface totale des murs, la surface totale des toitures et des fenêtres et des portes. Et en fait, on fait simplement un prorata donc de ces surfaces totales par rapport à la surface globale donc de toutes ces de toutes ces compositions. Donc ça, voilà, nous, on recommande de faire comme ça, mais à défaut de ne pas avoir trouvé de meilleures solutions. Bon, après, il y a des paramètres experts qui peuvent vous préciser si jamais vous avez un Q4PA, enfin, si vous connaissez le Q4PA pour chacune des typologies, donc mur, toiture, fenêtre, porte. Mais ça, encore une fois, c'est des informations qui sont assez rares à avoir, donc c'est pour ça qu'on est rentré dans les paramètres experts seulement. ça ne s'applique qu'aux parois intérieures, hein, donc c'est en général pas du tout utile. Est-ce que tu peux montrer, Louis, où Ouais. est-ce qu'on retrouve les défauts d'étanchéité au niveau des parois, s'il te plaît? Oui. Donc, une question qui avait été posée aussi, c'était de savoir si c'était, alors je crois que c'était tourné dans le sens où est-ce qu'il était nécessaire de renseigner les infiltrations au niveau de chaque paroi. Donc la question c'est non, c'est pas nécessaire. Et au-delà de ça, c'est même pas recommandé, enfin, c'est pas que c'est pas recommandé, mais c'est que c'est assez complexe, en tout cas dans le logiciel, à les renseigner. La seule façon de faire, c'est de ne pas passer par le modeler et de passer par l'éditeur dans lequel on va avoir des options, enfin, un peu plus d'options sur des détails comme ça. On va pouvoir aller indiquer paroi par paroi exactement le Q4PA. Donc, dans le modeler, on peut pas le modifier, mais on peut quand même aller l'observer en allant dans les géométries exportées au moteur. Et si on va, par exemple, sur une façade, on retrouve ici donc le Q4PA correspondant à cette façade. Donc, on voit que
il est égal à 0,255, ce qui est complètement différent du 1,7 ici. Et si on va par exemple donc, sur une menuiserie de cette façade, celle-là, elle va avoir un Q4PA de 5,47. Donc au final, une infiltration qui est beaucoup plus élevée que sur celle de la façade. Donc on peut avoir une idée de ce qui est pris en compte dans le logiciel comme infiltration au niveau donc, des parois, des fenêtres, etc. en fonction de ce qu'on a renseigné comme pourcentage ici. Dans l'éditeur, on pourrait, ici ce serait pas grisé, on pourrait très bien renseigner manuellement enfin une valeur de 5 ou de 10 ou moins, peu importe. Mais dans l'idée, c'est vraiment rentrer très dans les détails que d'aller définir le Q4PA de chaque paroi. Mais ça reste possible uniquement dans l'éditeur. Je crois que c'était tout Ensuite, pour les on avait infiltrations. une question de compréhension sur les menuiseries et les ratios d'ouverture des menuiseries, notamment avec les scénarios, quand on utilise des scénarios. Pourquoi je suis allé là-dedans? Pas ce que je voulais faire. Oui, ben, j'en ai pas, pardon. Quand on utilise donc quand on veut ouvrir une menuiserie, on va passer par des scénarios de pourcentage que l'on va appliquer donc à des ouvertures. Et ces scénarios de pourcentage, donc on va pouvoir renseigner donc une valeur de pourcentage ici. Ça va s'appliquer à donc à une ouverture. Et le ratio d'ouverture maximale que l'on retrouve ici correspond à l'ouverture maximale de la menuiserie. Donc, si on enlève la partie par le cadre, ou si on a par exemple une menuiserie à 2 vantaux avec un seul ventail qui s'ouvre, on va avoir par exemple un ratio d'ouverture maximale qui serait uniquement de 40% par exemple. Et donc, si on met un scénario de pourcentage appliqué à cette ouverture qui va indiquer qu'on a une ouverture à 100%, en réalité, 100%, ça correspond à 100% des 40%. Ici, c'est écrit 80, mais des 40% qu'on aurait indiqué ici. Donc, à chaque fois, le pourcentage du scénario est multiplié par le pourcentage de ratio d'ouverture maximale. Donc, là, dans notre cas, si on avait une menuiserie, si on indique dans le scénario qu'on a une menuiserie qui s'ouvre à 40% sur un ratio maximal d'ouverture de 80, au final, ça nous donne seulement 32% du total de la menuiserie qui serait réellement ouverte. Voilà, donc vous ne mettez pas dans le scénario, vous mettez la modulation entre complètement fermé et complètement ouvert. Et c'est le ratio d'ouverture maximale qui, lui, va gérer la part de la surface de la fenêtre, de la menuiserie, qui est ouvrable, en quelque sorte. Donc, un scénario à 100%, ça va ouvrir à la valeur maximale d'ouverture. OK. Donc, Ça, c'était pour les ouvertures. Et ensuite, donc, on a sur les affectations des bouches voilà, aux question. pièces. Ça, oui, pardon. Alors, je sais plus exactement la question qui était posée. Donc, c'était de comment affecter les bouches. Je sais pas, je regarde. Ok. Donc, pour affecter différents débits à des bouches de ventilation, en fait, on va avoir le choix entre 3 modes. Un mode débit constant, donc où simplement on indique un volumeur. Un mode scénarisé, donc on va aller par exemple récupérer un scénario. Alors là, c'est un scénario qui est constant, mais on pourrait très bien dire, mettre un scénario avec des valeurs qui soient différentes sur les 8700 heures de l'année. Il n'y aurait pas de souci. Où on indique ici à chaque fois le débit aussi. Et un débit qui serait directement issu d'une bouche en bibliothèque. Donc là, par exemple, on aurait une reprise de 90 mètres cubes. Donc là, c'est les 3 façons d'appliquer des débits à différentes bouches. On a aussi, donc, pour devancer une question qui a été posée aussi, c'était de comment est-ce qu'on peut renseigner à la fois des débits en STD et en réglementaire si jamais on fait sur le même modeleur les différents calculs. Donc, simplement, ici,
on précise qu'on est en STD. Et si jamais on affiche, pardon, c'est cette barre qui me gêne en plein milieu, là. Si jamais on affiche un module réglementaire, donc soit de la RE20, RE 2020 ou RT 2012, et par exemple du dimensionnement, on va avoir maintenant donc automatiquement la RE 2020 ou la RT 2012 et le dimensionnement qui sera pris en compte aussi. Donc si je vais affecter par exemple un débit constant de 60 m3 à une chambre, en reprise c'est pas très logique, on aurait donc maintenant, on retrouverait donc par exemple dans la chambre 1 en soufflage, et ici on retrouverait en fait la même boucle que je viens d'affecter. Voilà, donc c'est une méthode pour affecter les différentes bouches une seule fois sur les 3 types de calculs différents. Je crois que c'était bon pour ça. On a aussi ensuite on avait une question sur la modulation, en particulier sur la modulation donc avec sonde CO2. Et ça va pas être pris en compte. En fait, on va pas avoir de modulation sur des boucles de bibliothèque. Les seules modulations entre guillemets, ce serait par exemple sur les sondes CO2, on va simplement appliquer un ratio correctif sur le débit de la bouche. Donc typiquement pour la sonde CO2, le débit sera réduit de 80%, et c'est comme ça que la sonde CO2 est prise en compte dans la modulation du débit. Mais c'est pas une modulation en fonction d'un taux de CO2 qui serait calculé au pas de temps, heure par heure, etc. Ça, c'est une solution qui a été récupérée en fait, directement de la méthode réglementaire en RT 2012 à l'époque. Là, il y a une modulation qui est prise en compte uniquement en tertiaire. C'est une bouche de ventilation donc saisie en bibliothèque, où on va pouvoir renseigner un débit en occupation et un débit en inoccupation. Et ça, c'est la seule modulation. Alors, c'est une modulation assez simple. On n'a que 2 critères en fait sur lesquels on va jouer, l'occupation et l'inoccupation. Et donc, voilà. Donc, il y a une modulation là-dessus, mais c'est valable uniquement en tertiaire. Donc, tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Stéphane? Ou, Oui, donc il y a une question de l'ordre de données qui met sonde CO2 réduction de 80%. Je croyais que c'était 20%. Alors peut-être que tu pourrais remontrer là il me Oui, semble que pardon. sur le manuel. J'ai une réduction de 80%. Pardon, dans ma tête, j'entendais on passe à 80% du débit. Donc, en effet, c'est une réduction de 20%. Ah, voilà. En tout cas, sur le manuel des utilisateurs, vous pouvez retrouver voilà, un rappel de ces valeurs de correction qui sont appliquées selon certaines options qu'on a reprises entièrement de la méthode réglementaire. Oui, sur le scénario, il y avait une question là dans la discussion là, de Cédric qui demandait comment on pouvait... donc, c'était plus les scénarios d'ouverture de fenêtres, comment on pouvait simuler des ouvertures de moins d'une heure, puisque les scénarios sont décrits heure par heure. Donc, si on veut ouvrir la fenêtre 10 minutes, comment on fait? Donc, la solution avec les scénarios, c'est de jouer sur le pourcentage et de dire que une fenêtre qui est ouverte pendant 10 minutes, c'est 10 minutes sur une heure, donc c'est un dixième, donc ça va être autour de 16% en fait d'ouverture. On va faire une moyenne temporelle. Si vous voulez ouvrir avec un pas de temps plus fin, il vous faut dans ce cas-là passer sur l'ouverture détaillée. L'ouverture détaillée, c'est un algorithme qui va définir le moment où on ouvre ou on ferme les fenêtres pour favoriser le rafraîchissement. Et là, l'algorithme, lui, s'applique à chaque pas de temps. Donc là, si vous prenez un pas de temps plus fin, les fenêtres pourront s'ouvrir et se fermer à chaque pas de temps. Mais par contre, là, vous ne maîtrisez pas les moments où ça s'ouvre ou les moments où ça se ferme.
puisque c'est l'algorithme qui C'est le un, détermine. c'est un peu la même astuce que l'on fait quand on a, par exemple, un occupant qui est là qu'une demi-heure dans la journée, où en fait, dans le scénario, on va mettre 0,5 occupants dans l'heure. Donc en fait, c'est juste que c'est un occupant qui serait là que 30 minutes. Alors, donc si on passe à la suite, donc on est donc là où j'étais allé un peu vite, sur l'utilisation donc des tableaux de données. Donc pour la saisie des bouts, si vous avez des projets qui sont assez conséquents, c'est peut-être un peu fastidieux d'aller saisir donc les boucles d'aller affecter les boucles sur le plan, etc. Et donc peut-être que vous avez en plus de ça à côté un Excel qui reprend déjà en fonction de chaque pièce quel est les débits de boucle à prendre en compte. Et donc c'est peut-être intéressant de passer par le tableau de données. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que en passant par le tableau de données, on va pouvoir donc lui importer dans Pléiade un Excel, mais il faut que cet Excel soit vraiment scrupuleusement identique à l'Excel que l'on exporte en fait depuis Pléiade. Et il faut aussi que les différents noms de pièces, les noms de ventilateurs, enfin de la ventilation, que tous les noms soient vraiment identiques. Donc je le répète, à la majuscule près et au caractère près. Donc la solution pour utiliser les tableaux de données, en tout cas la solution que moi je vais trouver, il peut y en avoir des meilleures, hein, ça sera de renseigner en fait directement un peu toutes les différentes typologies de bouches, de soufflage ou de reprise que l'on va retrouver dans notre projet, pour avoir, quand on va faire un premier export, pour avoir en fait les différentes spécificités qui seront écrites avec la borne orthographe dans le tableau. Et ensuite, on va pouvoir simplement faire des copier-coller pour ajuster le tableau à notre convenance. Donc, je vais vous montrer un exemple sur, on est sur des T3 sur 3 étages. Donc, je vais essayer les bouts que je veux sur un des logements. Et ensuite, dans le tableau de données, on va simplement faire le travail d'aller les renseigner sur les 3 étages. Donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais mettre, qu'est-ce que j'avais mis? Ok. Je vais mettre donc une boucle d'extraction qui vient d'un scénario de ventilation dans la salle de bain, une boucle d'extraction qui vient d'un scénario de bibliothèque, enfin pas d'un scénario pardon, mais qui vient donc d'une boucle créée en bibliothèque de 90 mètres cubes pour la cuisine. Et je vais mettre un débit constant de soufflage de 60. Alors pardon, ici j'avais déjà mis ça tout à l'heure. Et je vais mettre donc 60 en débit de soufflage dans les deux formes. Donc on va être sur une double flux classique. Attention aussi, ici j'ai précisé le ventilateur, qui s'appelle donc ventilation RDC. Il y aurait aussi un autre ventilateur pour le R+1 et pour le R+2. Donc je vérifie bien l'origine de l'air ici, donc on sera que sur de la ventilation mécanique. Donc j'affecte mes bouches de soufflage. On voit qu'elles se nomment automatiquement en fonction donc de la pièce et du nombre de bouches. Si on rajoute une seconde bouche, elle s'appellera 0 SDB bouche 2. Donc ça son importance, on le verra par la suite. Donc une fois que j'ai affecté mes différentes typologies de bouches, je vais pouvoir aller faire un export, ou du moins les visualiser dans le tableau de données. Donc on est au niveau des bouches. Et donc on voit ici l'export, le format tableau de ce que je viens de faire. Donc on a les bouches pour les chambres 1 et 2 et la cuisine et la salle de bain. Donc du soufflage, de la reprise. Et on a une valeur assez importante ici, c'est sur donc, le mode de la régulation. Donc soit on est en débit constant, soit en bibliothèque, soit en scénario de ventilation. Donc ça, c'est que ce soit écrit débit constant comme ça, donc avec un grand D en majuscule, etc. Si jamais vous avez dans votre Excel au préalable précisé que c'est un débit constant avec une minuscule pour le D, ce ne sera pas pris en compte. C'est pour ça que c'est bien de renseigner chaque typologie. Donc, on va faire un export de notre tableur. Alors, je ne vais pas le faire en vrai, mais on va le retrouver ici. Donc, on a donc notre export sur Excel. En même temps que ça, il va falloir qu'on ait un export des différentes pièces de nos bâtiments pour qu'on ait exactement la bonne terminologie de ces pièces-là. Donc, si on revient dans le modeleur,
on va aller réouvrir le tableau de données, mais cette fois-ci, non pas en bouche, mais en pièces. Et on va avoir donc ici un récapitulatif de toutes nos pièces avec leur avec leur nom précis. Donc pareil, on va l'exporter. Donc je le retrouve ici. Et on va aller simplement récupérer donc toutes nos pièces. Et on va aller les réutiliser donc dans notre tableau d'affectation de bouche. Donc on voit que les 4 premières pièces ici, elles ont déjà été définies. Donc, je vais pouvoir les supprimer. Et je vais pouvoir replacer à la suite les pièces de l'étage 1 et 2. Et on va pouvoir, alors dans mon exemple, c'est assez simplifié parce que je vais répéter ces différentes bouches et leurs caractéristiques, je vais les répéter sur mes 2 étages. Mais en fonction de votre projet, de votre Excel que vous avez déjà défini, vous aurez certainement, si vous avez défini tout en débit constant, donc pas via un scénario ou pas via une bouche de ventilation, vous aurez simplement en fait cette colonne à prendre en compte. Alors, je vous ai surligné ici en bleu foncé les différentes colonnes sur lesquelles il faut bien faire attention. Donc, le nom des bouches de ventilation, ce nom, c'est en fait c'est l'identifiant unique d'une bouche de ventilation. Donc, si vous mettez 2 fois le même nom ici, là, Pléiade ne va pas prendre en compte le fait que 2 bouches différentes aient un identifiant qui soit similaire. Et donc, il n'apportera qu'une seule des 2. Ensuite, donc, on a la pièce, bon, ça, vous avez compris pourquoi c'est important. Le type, donc préciser s'il est bien du soufflage ou de la reprise. Le nombre de bouches, on peut en mettre plusieurs bouches dans la même pièce. Et donc, le lien avec le ventilateur pour l'origine de l'air. Si on utilise cette bouche en STD ou non, ça c'est important de le préciser aussi. Le mode de régulation, donc savoir si on est sur un débit constant, bibliothèque ou scénarisé. Et la source destination de l'air. Donc là, on est sur du ventilateur et juste après, on précise ici quel type de ventilateur, donc le nom qu'on a indiqué dans Pléiade, hein, si je vous le montre, on est ici sur ventilateur RDC, pour aller récupérer les caractéristiques du ventilateur s'il y a sur une double flux, s'il y a donc un rendement d'échangeur particulier. Et ensuite, donc, les colonnes moins importantes, puisque elles peuvent être renseignées, mais en fonction de ce qui est renseigné dans le mode de régulation, on a par exemple ici bouche de ventilation, on a donc cuisine 90 m3. Donc ça, c'est un scénario de ventilation. Pardon, ça, c'est une bouche en bibliothèque. Mais si jamais on est sur un mode de régulation par débit constant, ce n'est pas cette valeur qui sera prise en compte, mais celle-ci. Donc, elles sont importantes, mais secondaires. Et donc, on retrouve pareil pour le scénario de ventilation ici. Donc, simplement, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller copier, vous l'avez un peu trop copié, on va aller copier l'ensemble de mes données du rez-de-chaussée. On va le mettre donc aux 2 étages. Et ici, je vais me simplifier un peu la vie. Je vais écrire bouche 1 et on va juste les renommer donc en fonction des différents noms de bouches. On retrouve ici un identifiant, mais qui n'est pas l'identifiant unique des bouches de ventilation. On pourrait très bien le compléter comme ça, mais c'est pas non plus nécessaire. Donc, je vais laisser comme c'était avant. Et ça fonctionnera quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, si jamais vous avez un tableur dans lequel vous avez répertorié les différents noms de vos pièces et par exemple un débit spécifique pour vos pièces, vous avez simplement ici à copier-coller dans le bon ordre le nom des pièces et les différents débits associés. Une fois que c'est fait, on va aller l'enregistrer à un format particulier. Donc, le format particulier, ça va dépendre de si vous êtes sur Excel ou sur OpenOffice. Sur Excel, ça va être texte Unicode, donc un fichier .txt. Et sur OpenOffice, ce sera CSV. Alors, ça, c'est texte séparateur tabulation. Et c'est du .csv. Là, je suis sur Excel, donc on va aller sur un fichier de texte que j'avais déjà créé avant, c'est pour ça. Et deuxième point de vigilance, une fois que vous avez enregistré votre fichier, il faut absolument le fermer. Si vous ne le fermez pas, Pléiade va essayer de le lire, et en fait, il est déjà ouvert quelque part, donc il ne va pas réussir à le lire. Je reviens sur le modeleur. Je réouvre le tableau de données avec mes bouches de ventilation.
Je fais attention tout à l'heure quand je l'ai exporté, j'avais décoché cette case-là. Je fais attention à bien la décocher quand je veux importer maintenant mon fichier texte et je vais simplement importer ici donc, via ce bouton-là. Donc ça précise que c'est un point .txt pour Excel. Je vais aller donc récupérer mon export bouche.txt et on retrouve ici directement tout ce que j'ai saisi dans Excel. Quand je fais OK, bon, on a différents avertissements et erreurs si jamais il y en avait. Ça me précise que certaines bouches ont été supprimées du fait que j'ai renommé leur nom. Donc, leur identifiant unique a été changé, donc elles ont été supprimées pour être recréées ensuite. On le voit ici. Donc, a été créé dans le projet, donc là, de 1 à 12. Et si je fais fermer maintenant, je vais retrouver donc sur mon plan les mêmes bouches donc, qui ont été créées aux différents étages. Et je retrouve aussi, donc j'ai fait un lien de mes bouches sur les étages. Non, pardon, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié de le faire. Je vous refais la manip. J'ai oublié ça. Si on a plusieurs ventilations définies dans le projet, oui. Bon, faut que je refasse tout. Bon, c'est pas grave, je vais pas le refaire. On aurait pu très bien. Par l'arborescence. Oui, je vais le montrer par l'arborescence. Mais j'aurais pu très bien ici, si jamais donc si je duplique par exemple toutes mes lignes, comme j'ai fait tout à l'heure, avec des différentes pièces ici, j'aurais pu préciser ici directement que c'était plus le ventilateur qui s'appelle ventilation en rez-de-chaussée, mais ce serait le ventilateur du R+1. Et donc si je modifie ici, enfin dans ce champ ici, ça me l'aurait repris dans Pléiade et ça aurait montré par exemple que si je vais éditer une bouche, en éditant une bouche ici, ça me précise ventilation RDC. Et là, ça aurait précisé ventilation R+1, si la ventilation existait. Donc le conseil, c'est aussi de créer vos ventilations, les différents objets de ventilation, avant de faire l'export donc de vos bouches. Et on aurait pu vérifier donc en affichant la ventilation que mes bouches étaient affectées. Alors là, c'est pas le cas puisque je l'ai oublié, mais on aurait pu montrer qu'elles étaient affectées aux différents ventilateurs. Une autre solution, du coup, je vais vous montrer comme ça pour le faire assez rapidement, c'est simplement de sélectionner donc les bouches 5 à 8 qui correspondent à mon étage à mon R+1 et de les glisser déposer dans la ventilation R+1. Faire la même chose pour les 9 à 12. Donc voilà, donc, si j'avais bien fait mon Excel tout à l'heure, j'aurais eu directement fait cette visualisation-là où on aurait chaque bouche associée à chaque ventilateur, qui pourrait avoir par exemple des rendements échangeurs différents par exemple. Donc voilà pour l'utilisation des tableaux de données. Alors après, cette utilisation-là dépend beaucoup de la façon dont vous avez travaillé au préalable et comment à quoi ressemblent vos tableaux Excel dans lesquels vous avez le résultat en fait du détail de la ventilation de vos différentes bouches dans les différentes pièces. Mais voilà, globalement, comment faire et sur les quelques points de vigilance à avoir donc sur le tableau de données vous ont été montrés ici. Alors, pour continuer, alors on va quitter donc l'utilisation du tableau de données et on va continuer donc sur la surventilation nocturne. Donc, une question nous a été posée sur cette surventilation nocturne. Alors, je vais revenir quand même un petit peu sur les tableaux de données, pardon. J'aurais pu renseigner, on va le voir ici, une surventilation nocturne. Alors, attendez que je décale la barre. Ici, donc, on retrouve un débit de surventilation nocturne. J'aurais pu mettre, par exemple, 60 mètres cubes heure sur l'ensemble de mes bouches sans que ça ait d'influence. Et ça aurait eu une influence uniquement si, dans ma ventilation, j'aurais précisé, par exemple, qu'on a du rafraîchisseur nocturne. Alors, je passe le détail sur comment mettre toutes les caractéristiques de cette ventilation. Hein. On les retrouve bien dans la documentation, c'est bien expliqué, donc les différentes conditions d'arrêt et de démarrage. Et si jamais on affecte un rafraîchissement nocturne, on va avoir maintenant, au niveau de mes bouches, un débit de rafraîchissement nocturne.
Si je l'ai renseigné dans le tableau de données, j'aurai la valeur des 60 qui serait apparue ici et qui ne serait pas pris en compte si jamais la ventilation n'avait pas la case cochée pour la ventilation nocturne. Donc la question qui portait sur la ventilation nocturne, c'était simplement de comment est-ce qu'on la saisit. Donc une fois que on a paramétré cette surventilation et donc les conditions d'arrêt et de démarrage, et aussi, attention, point de vigilance sur la saison. Ici, on précise que c'est la saison de climatisation et on peut aussi préciser qu'elle fonctionne aussi en mi-saison. Ces saisons de climatisation et mi-saison, elles dépendent de ce qu'on a renseigné à cet endroit-là, dans les généralités. Donc attention que si jamais on a mis une période de climatisation très courte, la surventilation sera prise sur cette période assez courte. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a paramétré donc la surventilation au niveau de notre VMC, on renseigne simplement un débit de rafraîchissement nocturne. Alors ce débit, il vient pas s'ajouter au débit qui serait déjà pris en compte pendant que la ventilation fonctionne. C'est simplement un débit qui vient remplacer le débit à la place du débit qui était pris en compte ou non avant. Donc si jamais on a un débit de 180 m3 dans une cuisine et qu'on a un débit de rafraîchissement nocturne de 60, et bien à la place des 180, la nuit, alors si elle fonctionne la nuit, hein, bien sûr, on aurait donc directement 60 qui seraient imposés en fonction des conditions qu'on a renseignées préalablement. Donc voilà comment on saisit donc cette surventilation nocturne. On a eu aussi une question sur les CTA simple flux, de savoir si c'était possible de saisir une CTA simple flux. Alors, c'est pas possible directement dans Pléiade de le faire parce que ça n'a pas du tout été prévu. Je ne sais pas trop si est-ce que je prends la question dans la foule. Bah oui, dis-moi alors si jamais quelle est ta question, si ça porte directement sur ce dont je viens de parler. Non, je ne t'entends pas. Je ne On t'entends n'entend toujours pas pas. alors. Donc, Bon, je continue, on pose la pose-la dans le question chat directement. directement et Stéphanie répondra s'il n'y a pas besoin que je réponde à l'oral. Donc sur la CETA simple flux, donc c'est pas possible de le saisir directement en simple flux parce que ça n'a pas été prévu. En fait, dans les textes réglementaires, dans les méthodes réglementaires, c'est pas prévu. Donc nous, dans la plupart du temps, la STD en fait se base sur ce qui est réglementaire et ensuite on modifie à notre guise. Et comme ça n'a pas été prévu en réglementaire, on n'a pas du tout pensé à à rendre ça possible dans Pléiade. Par contre, il y a une solution pour contourner le problème, ce serait de saisir une CTA double flux et de mettre des bouches de soufflage avec des valeurs de débit à 0. Si on fait pas ça, le logiciel nous dira attention, vous avez une CTA double flux et vous n'avez pas de soufflage. Donc on pourrait mettre du soufflage ou de l'extraction. Si on veut saisir une CTA simple flux, que ce soit uniquement en soufflage ou uniquement en reprise, il faudrait mettre des bouches, les bouches que l'on souhaite pas prendre en compte, il faudrait juste leur affecter à un débit de 0. Alors après, l'utilité de saisir une CTA en simple flux, comme ça, j'en vois pas trop, si ce n'est par exemple de pouvoir paramétrer un rafraîchissement adiabatique sur une CTA, sur une simple flux. Ce qui n'est pas possible dans Pléiade. Encore une fois, ça pourrait être possible, mais ça n'a pas été pensé comme ça, puisque dans la réglementation, c'était pas possible. Donc si on regarde ici une simple flux, on n'a pas l'option cochable ici pour le rafraîchissement. Donc on pourrait très bien se dire, en fait, je vais prendre une double flux avec un débit de soufflage nul et renseigner donc un rafraîchissement adiabatique. Ce qui me mène à aller à une autre question qui portait sur le fonctionnement du rafraîchissement adiabatique. Je vais mettre un échangeur ici. Donc, le rafraîchissement adiabatique, il fonctionne avec, selon deux principes principaux. Soit on a une humidification directe, auquel cas, donc, quand on a une double flux, on va humidifier directement sur notre soufflage.
soit on a une humidification indirecte, auquel cas euh, on va humidifier l'air repris avant l'échangeur pour qu'en fait l'air récupéré qui arrive dans l'échangeur soit plus froid et que donc on ait donc une température de soufflage qui soit également plus froide. Le problème de le problème, si ça n'est pas vraiment un, mais le problème de cette humidification indirecte, c'est qu'elle agit avant l'échangeur. Et que donc, si l'échangeur, à ce moment-là, a un bypass qui est activé, en fait, le rafraîchissement va prendre le pas, va prendre le dessus sur le bypass et il sera désactivé pour ce moment-là. Parce que si jamais vous êtes en mode indirect et que vous avez un bypass, eh bien, typiquement, votre humidification ne sert strictement à rien. Donc, on estime que c'est l'humidification indirecte qui prend le dessus sur le bypass, qui viendra donc le réactiver, enfin le désactiver, pardon, s'il était activé. Alors ensuite, sur les différentes caractéristiques ici donc, du rafraîchissement adiabatique, je vous conseille moi d'aller voir directement en fait sur la documentation parce que c'est un peu, voilà, il faut prendre le temps de s'accaparer un petit peu ce diagramme-là avec donc la température de base, le delta θ 1 et le delta θ 2 qui vont à E3 déterminer à quel moment est-ce qu'on humidifie et à quelle dose on humidifie. Est-ce qu'on est plutôt à 20%, 100%, etc. Donc, voilà, je vous invite à regarder donc dans les bibliothèques au niveau des ventilations mécaniques. Dans les CTA, on reprend donc une explication un peu plus détaillée sur cette ventilation, cette humidification. Et attention au rendement de l'humidificateur, c'est un rendement qui se base sur en fait la saturation de l'air en humidité. Donc 100%, c'est une saturation complète de l'air en eau. Alors voilà pour la. Alors j'ai fait un peu un lien entre la diapo qu'on vous a montré tout à l'heure. Alors, juste, oui, on a Laure là qui a posé sa question là concernant le Oui, alors, je peux regarder. rafraîchissement nocturne là, qui se demandait s'il y avait moyen de paramétrer des périodes de fonctionnement plus précises. Je ne crois pas que ce soit Alors, possible. Notamment pour des écoles, pour désactiver ce rafraîchissement en été. oui, que la journée, pardon. Sur le rafraîchissement nocturne, là, est-ce que tu peux juste montrer En le- effet, en fait, il n'y a pas vraiment de lien qui sont faits entre le rafraîchissement nocturne et l'humidification. Donc, quand on paramètre un rafraîchissement adiabatique, en fait, il est paramétré en permanence, sauf si on est en effet direct et qu'on a un bypass de l'échangeur. Après, non, vous n'allez pas pouvoir non plus paramétrer le bypass dans la journée. Donc, je ne crois pas que c'est possible, non, pour répondre à la question, il n'y a pas de possibilité de bloquer le rafraîchissement adiabatique uniquement à la nuit. Parce que on pourrait, enfin, c'est fait sur le rafraîchissement nocturne, mais c'est pas pris en compte, enfin, le lien n'est pas fait entre les deux. Et moi, si je me trompe, Stéphane, hein, mais non, moi je vois pas de. Non, effectivement, il n'y a pas de lien puisque le rafraîchissement adiabatique va s'activer uniquement en fonction des températures hein, qui sont indiquées. Mais non, il n'y a pas d'autres éléments. Et là, en fait, c'est Ou alors il faut biaiser le question de truc en ayant deux bouches, une bouche pour la journée, une bouche pour la nuit, et deux CTA, une qui fait que le adiabatique la journée, l'autre qui ferait que rafraîchissement nocturne la nuit. Parce qu'en fait, ça m'a été demandé sur un projet et je voyais pas comment faire. Mais sinon, ça pourrait C'est être une possible. possibilité. C'est possible si on a deux bouches scénarisées, l'une la nuit, l'autre la journée, Ouais, on applique le rafraîchissement adiabatique seulement sur celle qui est sur la nuit. Ça, ça marche. ça peut Ça être possible. pourrait faire. Ok.
Complètement, ouais. Et du coup, je revenais sur ma question sur la ventilation nocturne. En fait, je me suis rendu compte, par exemple, on fait beaucoup de collèges-lycées et donc la ventilation nocturne, elle tourne pendant les 2 mois de vacances d'été et ça, on n'en veut pas, par exemple, pour les consommations. Donc moi, je fais des post-traitements pour enlever toutes ces consommations-là, par exemple, mais il n'y aurait pas moyen d'affiner les périodes, de fonctionnement de la ventilation nocturne en fonction de l'occupation ou ce genre de choses. C'est vraiment que sur toute la saison de climatisation ou toute la saison de mi-saison, on ne pourrait pas enlever, par exemple, les 2 semaines de vacances scolaires ou 2 mois de vacances scolaires. C'est que du post-traitement. Oui. Soit du post-traitement, soit encore une fois, en fait, si vous êtes sur des débits scénarisés pour votre bouche de ventilation, précisez directement dans la bouche qu'elle soufflera pas ou peu pendant ces périodes-là. Mais En fait, non, en fait, il y a enfin, Pour dans le la paramétrage ventilation nocturne, on ne peut pas faut faire de pas la le faire, scénarisation. puisqu'on indique qu'un seul débit. oui, Plus ouais, oui, donc oui, oui. donc c'est pas Non, possible, non. ouais. Alors, en Non, fait, en effet. ces questions-là que vous évoquez, ça fait partie des limites du logiciel. Pas parce que c'est compliqué à faire finalement, mais c'est parce que il y a des tas de raisons différentes, de façons différentes de piloter tous ces systèmes, que ce soit dans la surventilation, le rafraîchissement nocturne ou le rafraîchissement adiabatique. Et on a simplement repris dans un premier temps les possibilités de la réglementation. Bien sûr, là, on est en simulation. Donc, rien ne nous empêche, nous, ISUBA, de rajouter des possibilités que ne permettent pas les réglementations. En réalité, on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit que si on rajoutait des possibilités, il y aurait encore des gens pour nous demander d'autres possibilités. Et donc, finalement, c'est un peu sans fin. Donc, notre idée, c'était d'aller directement au bout, c'est-à-dire de développer un moyen pour les utilisateurs de définir leurs propres conditions, leurs propres automatismes, leurs propres algorithmes sur tout ce qui est pilotable, en fait, sur tout ce qu'on va pouvoir réguler, etc. Donc, en fait, tout ce qui va utiliser un scénario. Mais ça, c'est un gros travail sur lequel on ne s'est pas encore lancé. Donc, voilà, finalement, au lieu d'avancer un petit peu pour rajouter ces possibilités-là que vous demandez, on veut s'atteler à un chantier beaucoup plus important et pour l'instant, on a du mal à sauter le pas. Bon, ça viendra peut-être à terme. Non, il y a pas de souci, c'est juste en fait que moi j'étais pas vraiment au courant de ça et je l'ai découvert, par inadvertance en affichant le graphique des consommations de ventilation. C'est là que je me suis rendu compte en fait que j'avais de la conso l'été et que quand on travaille sur des problèmes, du moins des contrats d'engagement de consommation et trucs comme ça, c'est bien d'être au courant pour l'enlever en fait. Et c'est pas quelque chose que j'avais forcément conscience, au départ. Donc c'est bien de le signaler. Après, si jamais on veut éviter ça, sans directement passer par un rafraîchissement nocturne, on pourrait très bien avoir une bouche de soufflage, scénarisée qui fonctionnerait uniquement la nuit avec un débit donc correspondant à notre surventilation nocturne, qui n'aurait pas, de conditions d'arrêt ou de démarrage, mais qui permettrait en fait simplement, de pouvoir scénariser tel jour elle souffle, enfin telle nuit, enfin plutôt, telle nuit elle souffle, telle nuit elle souffle pas. Enfin, c'est une méthode pour un peu contourner ce problème. Mmh. Merci en tout cas. Bon, Alors, si on je va... continue un peu sur, pardon, je te disais, Vas-y, je te laisse continuer. pour continuer un petit peu donc sur les ventilations, alors sans rentrer trop dans le détail hein, de la SED, hein, pour rester juste dans la ventilation, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec sur les VMC. On avait aussi une question sur la double flux thermodynamique. Enfin non, je vais plutôt faire on avait une question sur le chauffage aérolique. Donc la question, je sais plus comment elle a été tournée, mais c'était de savoir si on pouvait faire le lien en STD du moins, entre notre VMC qui ferait du soufflage et les différents émetteurs et la génération qui donc génère l'énergie soufflée. Alors en STD, il n'y a pas de lien qui est fait directement. Vous allez avoir, si on regarde ici, vous allez avoir donc vos différentes boucles de soufflage. Vous allez avoir une génération
Donc on est sur une autre génération. Je vais aller prendre. On va prendre par exemple, peu importe, hein, une chaudière qui elle va alimenter donc un émetteur. Et pour prendre en compte le fait que c'est un chauffage via une ventilation, en fait on va simplement indiquer que le type d'émetteur c'est un émetteur à diffusion d'air chaud par réseau aérolique. Et on va pouvoir lui préciser ici les ventilateurs locaux, donc pour prendre en compte la puissance des ventilateurs avec 3 types de régulation donc sur ces ventilateurs-là. Mais une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a défini donc la génération avec ces émetteurs et les caractéristiques de l'émetteur, en fait, on ne relie pas du tout ça à la génération, à la ventilation. La ventilation, elle, si elle a une option donc de chauffage-préchauffage, c'est simplement sur le fait que on va lui dire que c'est elle qui va venir préchauffer l'air. Donc si on a un préchauffage, donc je sais pas moi, à 15 degrés, eh bien maintenant dans notre ventilation, on a donc un lien qui va se faire vers une génération chaud, et là on va pouvoir indiquer que le préchauffage se fait depuis l'énergie apportée par notre génération 1, mais uniquement le préchauffage. Le chauffage, lui, se fera via l'émetteur. Voilà, alors c'est pour expliquer un petit peu le pourquoi c'est comme ça. En réglementaire, on peut faire un lien entre une bouche de soufflage et un émetteur, mais en réalité, en STD, on a estimé que c'était la même chose en fait, que le soufflage soit fait directement par la ventilation, enfin, par une bouche qui souffle de l'air chaud via la ventilation, ou par simplement un émetteur de type diffusion d'air chaud par réseau aérolique. Globalement, les résultats en fait reviennent aux mêmes. Donc on a laissé cette séparation entre la ventilation et le chauffage. Encore une autre question, ça a été sur la double flux thermodynamique. Donc savoir comment est-ce qu'on pouvait saisir une double flux thermodynamique. Alors simplement, cette double flux, elle va avoir une importance sur la génération. Donc si on a une PAC qui serait sur air extrait, elle va donc fonctionner non plus par rapport à l'air extrait sur l'extérieur, mais sur de l'air extrait de nos bouches d'extraction. Donc si on change pour mettre donc une pompe à chaleur sur air extrait, on va voir ici maintenant un cadre rouge qui nous dit qu'il faut renseigner quelque chose ici. Et donc on va aller préciser dans notre pompe à chaleur sur air extrait d'où est-ce qu'elle extrait l'air pour ensuite venir récupérer les calories de cet air extrait pour aller fournir de la chaleur donc sur l'air soufflé. Donc on précise le lien entre la PAC et le ventilateur, et on aura donc, en fonction donc de ce lien-là, la température heure par heure des bouches d'extraction qui sont connectées à la ventilation R+1, qui va donc alimenter en fait la source amont de l'air extrait de la PAC. Donc c'est assez simple au final donc de saisir cette double flux thermodynamique. Et ensuite, dernière question, je pense, oui, ça. Dernière question sur les ventilations. Donc on a demandé s'il était possible. Alors attendez, je vais essayer de. C'est pas ça que je vais afficher. On nous a demandé s'il était possible de saisir. Alors, attendez, je cherche juste la question exacte pour bien y répondre. Il y a des questions sur les ventilations hybrides et... Oui. Voilà. Alors, si c'était possible en fait de prendre en compte la ventilation hybride en STD et comment le faire, surtout comment définir les coefficients d'extraction statique, par exemple en ventilation naturelle. Alors, en STD, la réponse va être simple, hein, c'est pas possible de paramétrer une ventilation hybride. Je vais peut-être laisser Stéphane, si tu as une explication sur le fait de pourquoi c'est pas possible.
En fait, c'est pas possible parce que la ventilation naturelle, on la calcule avec, avec la méthode, enfin, avec le calcul aérolique. Donc, on calcule directement des pressions et les coefficients d'extraction statique ou la méthode réglementaire, elle ne fait pas ce genre de calcul. Donc, elle utilise sa propre méthode qui n'est pas du tout adaptable à la STD, au calcul aérolique en STD. Donc, après, je vous avoue qu'on ne s'est pas trop penché sur la question pour voir si on pouvait trouver une solution pour réintégrer ces choses-là. Mais donc peut-être qu'il y aurait une solution, mais on l'a pas fait. Donc pour l'instant, c'est pas possible, tout simplement. Je relaisse la main, Stéphane, sur l'écran. On n'a pas non plus de ventilation assistée, par exemple. Hein, alors, on peut modéliser, peut-être que vous le savez, le tirage thermique par un conduit de cheminée vertical. Donc, dans ce cas-là, c'est le tirage thermique naturel. On ne peut pas ajouter un élément qui va assister ce tirage thermique, notamment lorsqu'il est insuffisant pour maintenir un débit minimal. Ça, c'est pas non plus quelque chose qu'on a intégré en STD pour l'instant. Alors, je reprends le partage abordé. Donc, là, on a abordé tous les points qui se trouvent là. Est-ce que vous avez des questions là, sur cette approche détaillée de la ventilation? Alors, il y a une question de Laure qui demande si on peut avoir de l'ouverture des fenêtres détaillées et de la diabatique. Alors, a priori, oui. Il n'y a pas de raison. J'ai remarqué que quand on a plusieurs systèmes qui fonctionnent en même temps et en fonction des températures intérieures et extérieures, il y a des soucis. Alors, oui, il est possible qu'il y ait des soucis. Ça peut être des problèmes d'oscillation, en fait, des états des différents systèmes, puisque quand on va ouvrir les fenêtres, on va rafraîchir l'air intérieur par la surventilation. Donc, peut-être que dans ce cas-là, ça va couper le rafraîchissement adiabatique. Si on coupe le rafraîchissement adiabatique, dans ce cas-là, plutôt comme le rafraîchissement adiabatique était aussi actif précédemment, on s'aperçoit qu'il fait trop froid à l'intérieur, donc les fenêtres se ferment, donc le rafraîchissement adiabatique redémarre. Enfin, il peut y avoir un jeu comme ça d'interaction instable entre les systèmes, effectivement. J'avoue que je n'ai pas vérifié, en tout cas, je n'ai jamais constaté ce genre de problème. Ça doit être lié au paramétrage de ces deux fonctionnalités, puisqu'il va y avoir quand même moyen d'éviter les interactions néfastes. Mais oui, il est possible que ça donne des résultats un peu bizarres. Du moins qu'il y ait des problèmes de convergence, de résultats qui n'arrivent pas à... Oui, mais même au-delà de problèmes de aboutir. convergence, ça peut être des problèmes d'oscillation. C'est pour ça que sur un certain nombre de régulations, vous avez ces figures, on retrouve toujours ces figures d'hystérésis. Ces figures d'hystérésis évitent justement de se retrouver dans des situations où quand on active le système, ça modifie la température intérieure et donc ça veut dire que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de l'activer, donc on le désactive. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de l'activer, etc. parce qu'on n'arrive jamais à trouver la position d'équilibre du fait qu'il n'y en a pas. Donc la figure d'hystérésis évite ces oscillations. Ok, donc on va prendre encore quelques petites questions. Alors j'avance sur voilà, sur les deux dernières parties, c'était très court. Les autres questions sur la ventilation, on va voir d'ailleurs si on ne les a pas déjà traitées. Alors, il y avait la question de la liaison entre scénario de ventilation et scénario d'occupation. Donc, il n'y a pas de liaison en fait automatiquement, mais par contre, manuellement, vous pouvez vous appuyer sur les scénarios d'occupation que vous avez définis pour en déduire des scénarios de ventilation. C'est quelque chose de tout simple, vous le faites en dupliquant simplement le scénario d'occupation. Vous avez une fonction dupliquer et puis vous changez le type. Alors, je peux vous le montrer si j'ai un projet là sous la main.
Je ne sais pas si vous voyez là mon écran. Est-ce que vous voyez l'interface du Oui, c'est modeleur? bon. Bon. Et donc là, si je vais dans la bibliothèque du projet, je peux aller chercher un scénario d'occupation. Par exemple, occupation cuisine-repas. Vous voyez, bon, on considère qu'il y a une occupation de 10 personnes pendant 1 heure entre 13h et 14h. Je peux très bien générer un scénario de ventilation qui est calé sur ces horaires-là. Donc, je fais un clic droit, dupliquer, et je lui dis maintenant c'est un scénario de ventilation. Là, je peux le renommer ventilation. OK. Alors, il va avoir je vais le retrouver dans la catégorie ventilation ici. Vous voyez qu'il a le même contenu, mais simplement son type a changé, son unité. Donc, je n'ai plus qu'à modifier la valeur ici. Bon, je ne vais pas mettre 10 volumeurs quand les occupants sont là, mais je peux très bien considérer soit des volumeurs, d'ailleurs, soit des mètres cubes par heure, et dire, bon, je vais mettre, je sais pas, 25 mètres cubes par heure, et le tour est joué. Donc, si là, ce scénario est très, très basique, mais s'il était beaucoup plus complexe, je pourrais facilement modifier tout ça. Si j'ai plusieurs valeurs, que je veux conserver une proportionnalité par rapport au nombre d'occupants qui étaient présents initialement, je peux très bien faire ma modification en cochant la case relative à la valeur de base. Et là, je précise ma valeur de référence, ma valeur nominale, et je conserve en fait la répartition en pourcentage qui apparaît au niveau des différentes valeurs. Là, je ne sais pas le cas, mais je pourrais, si j'ai un scénario avec plusieurs valeurs, non, j'en ai aucun. Désolé. Donc voilà pour cet exemple. Ensuite, il y avait une question qui avait été posée concernant la stratification de la température. Là, on est un peu plus loin de la question de la ventilation. Je crois que c'était Lionel qui avait posé cette question. En fait, donc, vous le savez, le moteur de calcul ne calcule qu'une seule température par zone. C'est une température opérative qui est donc une moyenne pour l'ensemble du volume de la zone. Donc, la stratification de la température n'est pas gérée. Et il n'y a pas de solution pour contourner le problème de manière simple et efficace. Alors, il y en a qui essayent de contourner le problème en découpant la zone verticalement, en faisant des planchers ouverts, etc. Je le déconseille. Enfin, en tout cas, je ne peux pas vous le conseiller parce que c'est une astuce qui n'est pas validée. En tout cas, les modèles qu'on utilise d'ouverture horizontale à travers des planchers ne sont pas valables pour représenter une absence de plancher. Donc voilà, je ne connais pas de logiciel du niveau de Comfy qui traite cette problématique. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Ça m'intéresse. Voilà. Il y avait encore donc quelques questions sur les résultats. Donc, il y avait la question des résultats de calcul de ventilation, de calcul aérolique. Donc, bien sûr, vous pouvez les visualiser dans le plan. Ça, je pense que si vous avez suivi la formation, vous vous rappelez ce petit bouton là dans la feuille STD en bas qui permet de visualiser les résultats sous forme de flèche. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour vous aider à vérifier que vous n'avez rien oublié dans votre saisie et puis à vérifier le comportement de l'air, la circulation de l'air dans votre bâtiment. Le seul problème, c'est que vous voyez les choses à une très petite échelle temporelle, c'est-à-dire des résultats heure par heure. Donc, il vous faut tester plusieurs journées pour vérifier les différents types de comportements, etc. Donc là, il n'y a pas d'ouverture de fenêtre, par exemple, sur ce projet. Mais on voit voilà, l'activation de la ventilation sur la cuisine à un certain moment, etc. Donc ça peut vous aider à vérifier, à comprendre ce qui se passe sur votre projet. Une autre question concernait la vérification du débit total soufflé par une CTA.
Donc ça, vous allez pouvoir le vérifier, puisque la CTA est reliée à différentes bouches. Chaque bouche est associée à un scénario ou une bouche de bibliothèque. Mais donc, comment savoir à chaque instant ce que va souffler la CTA en termes de débit. Et donc, pour ça, dans les résultats, on va pouvoir aller du côté des graphiques experts. Et là, vous avez l'onglet Système qui vous permet, quand vous êtes en mode courbe en fonction du temps, de visualiser la quantité d'air soufflé. Donc, c'est le total, le cumul de tout le soufflage réalisé au niveau de chacune des bouches. Et là, vous allez vérifier ce qui se passe et à quel moment vous avez les valeurs maximales, minimales, etc. Voilà, de la même façon, vous avez le débit d'air repris et la température de soufflage ou de sortie d'extraction qui est obtenue donc en agrégeant les températures de tout l'air repris. Voilà, enfin, il y avait une dernière question qui concernait plus du tout la ventilation, qui concernait les diagrammes de Sankey. Alors, diagramme de Sankey, donc c'est un diagramme là que alors, je ne vais pas en avoir sous la main, puisque pour pouvoir obtenir ce type de diagramme, vous devez lancer votre calcul de simulation en cochant cette case, calculer les besoins bruts, diagramme de Sankey par des besoins nets. Donc, je ne vais pas relancer un calcul, je ne vais pas vous montrer ce diagramme, mais simplement pour dire que ce diagramme ne gère que les besoins de chaud. Donc, il ne va pas permettre de visualiser les besoins de froid. Voilà, c'était la question qui était posée, je ne sais plus par qui, mais quelqu'un qui se reconnaîtra. Très certainement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions avant de terminer? Dernière question. Donc, allez-y par oral si vous souhaitez prendre la parole. Il n'y a rien sur le chat, en tout cas. Non. Donc, plus de questions. On a un peu débordé, désolé. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour toutes les questions que vous nous avez envoyées, puis pour le fait d'être là ce matin avec nous. Donc, nous espérons avoir pu vous éclairer, vous faire avancer sur votre pratique, voilà, vous avoir donné quelques tuyaux supplémentaires.